Dans le luxueux manoir situé dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Paris, vivait Étienne Dubois, un homme d'affaires influent. La résidence imposante, entourée de beaux jardins et de gardes de sécurité, exhalait l'opulence, mais à l'intérieur, c'était un lieu de tristesse et de désespoir. Il y a 10 ans, la vie d'Étienne a été dévastée par la disparition de sa fille bien-aimée, Amélie. Depuis ce jour fatidique, il n'a jamais plus été le même. Étienne, autrefois connu pour sa gentillesse et son esprit généreux, était devenu un homme froid et obsédé par le travail. La douleur de la perte avait transformé son cœur, qui semblait désormais fait de glace. Le sourire qui illuminait autrefois son visage avait disparu, remplacé par une expression sombre et distante. Les personnes autour de lui, amis et famille, avaient été repoussées par la muraille qu'il avait construite autour de lui. Il passait ses journées plongé dans les affaires, gérant ses nombreuses entreprises avec une dévotion féroce. Le travail était devenu son refuge, la seule chose qui parvenait à le distraire du vide qu'il ressentait. Chaque recoin du manoir lui rappelait Amélie. Les couloirs silencieux, les chambres vides, tout semblait résonner de son absence. Même les domestiques, toujours loyaux et dévoués, n'osaient guère lui adresser la parole, craignant son tempérament imprévisible. La nuit, quand le silence devenait insupportable, Étienne se réfugiait dans son bureau, un environnement austère décoré de meubles en bois sombre et rempli de papiers et de documents. Il passait des heures à regarder par la fenêtre, perdu dans ses pensées, se remémorant les moments heureux passés avec sa fille. Le souvenir du sourire d'Amélie, de ses yeux brillants et de la joie contagieuse qu'elle apportait, était à la fois un réconfort et une torture. « Et Catherine, où es-tu » murmurait-il pour lui-même, utilisant le surnom affectueux qu'il avait pour Amélie, tout en tenant une photo d'elle dans ses mains tremblantes. L'incertitude sur le sort de sa fille le consumait. Ne pas savoir si elle était vivante ou morte, souffrante ou en paix, était une agonie insupportable. L'introduction d'Étienne Dubois montre un homme brisé, piégé dans un cycle de douleur et de travail incessant. Sa vie luxueuse à Paris contraste cruellement avec la misère émotionnelle qu'il affronte quotidiennement. La solitude qui entoure Étienne est palpable, et le manoir qui devrait être un foyer est devenu une prison où il est éternellement tourmenté par le passé. Par un matin froid d'automne à Paris, Étienne Dubois entra à la célèbre clinique Saint-Luc pour une consultation médicale de routine. La clinique, connue pour son service impeccable et ses installations modernes, était fréquentée par l'élite parisienne. Étienne, bien que toujours très occupé par ses affaires, ne manquait jamais de prendre soin de sa santé. En entrant dans la salle de consultation, il fut accueilli par Claire, une jeune infirmière. Claire avait un visage doux et accueillant, des traits qui la rendaient très appréciée des patients. Ses yeux brillaient d'un mélange de professionnalisme et d'empathie, un contraste frappant avec le regard froid et distant d'Étienne. Tandis que Claire prenait ses notes et préparait les instruments nécessaires, Étienne, assis sur la table d'examen, l'observait attentivement. Il avait l'habitude de se détacher émotionnellement des gens autour de lui, mais quelque chose chez Claire attira son attention de manière inattendue. Lorsqu'elle tendit le bras pour saisir un stéthoscope, la manche de son uniforme remonta légèrement, révélant une petite cicatrice au poignet. Étienne sentit son cœur s'accélérer. La cicatrice était identique à celle que sa fille Amélie avait, résultat d'une chirurgie pendant son enfance. Une série d'émotions conflictuelles l'envahissait, espoir, doute et une curiosité intense. Il ne pouvait détacher ses yeux de la cicatrice et pendant un instant, il se sentit transporté dans le passé, à l'époque où Amélie était une petite fille joyeuse et pleine de vie. « Et tout va bien, monsieur Dubois ?» lui demanda Claire, remarquant l'expression perplexe sur son visage. Étienne retrouva rapidement sa contenance. « Eh oui, tout va bien. Juste un vieux souvenir. » La consultation continua, mais Étienne avait du mal à se concentrer. La ressemblance de cette cicatrice avec celle de sa fille perdue le perturbait profondément. Quand Claire se retourna pour organiser les papiers, il posa discrètement quelques questions personnelles, essayant d'en savoir plus sur elle sans éveiller de soupçons. « Et vous travaillez ici depuis longtemps ?» lui demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. « Et ça fait quelques années maintenant », répondit Claire avec un sourire. « Et c'est un travail très gratifiant. » Étienne acquiesça, mais son esprit tournait à toute vitesse. Après la consultation, il quitta la clinique, mais l'image de Claire et de sa cicatrice ne quittait pas son esprit. Déterminé à en savoir plus sur elle, Étienne contacta un détective privé en qui il avait confiance. Il devait savoir si cette jeune infirmière pouvait vraiment être sa fille perdue.
En se promenant dans les rues animées de Paris, Étienne sentait une lueur d'espoir se raviver dans son cœur. La possibilité qu'Amélie puisse être vivante et en bonne santé, même sous le nom de Claire, était une pensée qu'il ne pouvait ignorer. Ainsi, l'enquête sur la vie de Claire commença, marquant le début d'un voyage qui pourrait tout changer. La décision d'enquêter sur Claire amena Étienne Dubois à contacter son vieil ami et détective privé, Louis Moreau. Louis était un homme expérimenté, connu pour sa discrétion et sa capacité à découvrir des secrets bien gardés. Ils se rencontrèrent dans un café discret au centre de Paris pour discuter des détails. « Louis, j'ai besoin que tu enquêtes sur une jeune infirmière nommée Claire », y dit Étienne, en passant une photo de Claire prise discrètement pendant la consultation. « Et il y a quelque chose en elle qui me rappelle ma fille Amélie. Je veux tout savoir sur elle. » Louis, percevant l'urgence et l'espoir dans les yeux d'Étienne, accepta immédiatement. « Laisse-moi faire, Étienne. Je découvrirai tout ce que je peux sur Claire. » Pendant ce temps, Claire poursuivait sa routine à la clinique Saint-Luc. Elle était une professionnelle dévouée, prenant soin des patients avec attention et gentillesse. Cependant, lorsqu'elle ne travaillait pas, ses pensées se tournaient souvent vers son passé. Claire savait qu'elle avait été adoptée et qu'elle avait été trouvée seule dans un parc quand elle était très petite. Le manque d'informations sur ses origines l'avait toujours dérangée, et elle rêvait de découvrir qui étaient ses parents biologiques. Après une longue journée à la clinique, Claire aimait se promener dans le jardin des Tuileries, où la tranquillité des jardins aidait à apaiser son esprit. Assise sur un banc, observant les enfants jouer, elle se demandait souvent à quoi ressemblait son propre passé. Qui étaient mes parents? Pourquoi m'ont-ils laissée seule? Ces pensées la hantaient constamment. Louis commença son enquête par des visites discrètes à la clinique et des conversations avec les collègues de Claire. Il découvrit que Claire était très réservée sur sa vie personnelle, mais très appréciée parmi ses collègues. Et c'est une excellente infirmière, mais elle ne parle jamais beaucoup de sa famille, lui commenta une collègue. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle a été adoptée. La prochaine étape de l'enquête mena Louis à l'orphelinat où Claire avait grandi. Il parla avec les directeurs et examina les dossiers. Les documents confirmaient que Claire avait été trouvée seule dans un parc, sans aucune identification ni mémoire de son passé. Les informations étaient limitées, mais chaque détail convainquait Louis qu'il y avait quelque chose de plus profond à découvrir. Pendant ce temps, Étienne attendait anxieusement des nouvelles. Il savait qu'il prenait un risque en plongeant dans ce mystère, mais la possibilité que Claire soit sa fille perdue lui donnait la force de continuer. Une nuit silencieuse, en regardant la photo d'Amélie, il se demanda s'il était enfin en train de se rapprocher d'une vérité longtemps enfouie. Après plusieurs jours d'enquête, Louis revint avec un rapport préliminaire. « Étienne, nous n'avons pas encore toutes les réponses, mais il y a beaucoup de coïncidences. Claire a été trouvée dans un parc, sans mémoire de sa famille, et adoptée peu de temps après la disparition d'Amélie. Nous devons continuer, mais je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie. » Le mystère entourant le passé de Claire commençait à se dévoiler. Étienne sentait que chaque jour le rapprochait de la vérité. Claire, quant à elle, continuait sa vie sans savoir qu'elle était en train d'être investiguée, mais avec une espérance croissante de découvrir un jour ses origines. Les vies des deux étaient sur le point de s'entrelacer de manière à tout changer. Avec les progrès de l'enquête de Louis Moreau, Étienne Dubois ressentait un mélange d'espoir et de méfiance grandissant en lui. Déterminé à en savoir plus sur Claire, il commença à fréquenter la clinique Saint-Luc plus régulièrement, prenant des rendez-vous inutiles juste pour avoir l'occasion de l'observer et d'interagir avec elle. Lors d'une de ces visites, Étienne rencontra Claire dans le couloir. Elle lui sourit chaleureusement, comme elle le faisait toujours avec tous les patients. « Et bonjour, monsieur Dubois. Comment vous sentez-vous » lui demanda-t-elle, le guidant jusqu'à la salle d'examen. « Je me sens bien, merci. En fait, je pense que je n'avais pas vraiment besoin d'une autre consultation, mais j'aime venir ici pour m'assurer que je suis en bonne santé, répondit-il, essayant de paraître décontracté tout en observant chaque détail de ses expressions et gestes. Pendant que Claire effectuait les procédures de routine, Étienne profita de l'occasion pour poser des questions subtiles sur sa vie. « Et vous avez toujours voulu être infirmière ?» lui demanda-t-il, essayant de sembler intéressé par simple courtoisie. « Eh oui, depuis toute petite. J'ai toujours voulu aider les gens, répondit Claire avec un sourire nostalgique. Quand j'étais à l'orphelinat, j'avais l'habitude de prendre soin des autres enfants. Je pense que c'est là que j'ai découvert ma vocation.
La mention de l'orphelinat fit accélérer le cœur d'Étienne. Et cela a dû être difficile de grandir sans savoir qui sont vos parents, commenta-t-il, observant sa réaction avec attention. Claire soupira légèrement, une ombre de tristesse traversant ses yeux. Eh oui, c'était difficile. Je me demande toujours qui ils étaient et pourquoi ils m'ont laissé. Mais j'ai trouvé une famille merveilleuse qui m'a adoptée et pris soin de moi. Je leur en suis reconnaissante. La ressemblance entre Claire et Amélie n'était pas seulement dans la cicatrice ou les traits physiques. Étienne commença à percevoir des traits de personnalité qui étaient indéniablement familiers. La manière dont elle prenait soin des autres, son sourire gentil, même de petits gestes qu'Amélie avait quand elle était enfant. Un après-midi particulièrement occupé à la clinique, Claire aidait un patient âgé quand elle laissa tomber quelques documents. Étienne, qui était à proximité, se baissa rapidement pour l'aider à ramasser les documents. Pendant qu'ils organisaient les papiers, leurs mains se touchèrent brièvement, et il ressentit une étrange sensation de déjà-vu. « Merci, monsieur Dubois », il dit Claire en souriant à nouveau. « Vous êtes toujours si serviable. »« De rien », répondit Étienne, forçant un sourire tout en luttant contre la vague d'émotions qui l'envahissait. Il se rappela de moments similaires avec Amélie, quand elle était petite et laissait ses jouets traîner dans la maison. À chaque rencontre, la suspicion d'Étienne devenait plus intense. Il remarquait comment Claire s'occupait des patients avec la même dévotion qu'Amélie montrait envers les animaux de compagnie et ses amis lorsqu'elle était enfant. Chaque jour, il voyait de plus en plus de ressemblances, non seulement physiques, mais aussi dans les actions et attitudes de Claire. Une nuit, en réfléchissant à ses interactions avec Claire, Étienne se rendit compte qu'il commençait à s'attacher émotionnellement à elle, non seulement par l'espoir qu'elle soit sa fille, mais aussi pour la personne merveilleuse qu'elle était. Ce lien émotionnel le rendait encore plus déterminé à découvrir la vérité. L'espoir d'Étienne était maintenant entremêlé avec son affection croissante pour Claire. Chaque pas qu'il faisait vers la vérité semblait aussi être un pas vers la retrouvaille avec une partie de lui-même qu'il pensait avoir perdue à jamais. Le lien émotionnel qui se formait entre eux était fort, mais aussi chargé d'incertitude, tandis que le mystère du passé de Claire continuait à se dévoiler. Les jours se transformaient en semaines, tandis qu'Étienne Dubois continuait de fréquenter la clinique Saint-Luc, trouvant toujours des moyens d'interagir avec Claire. Ses soupçons s'intensifiaient à chaque rencontre, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus supporter le doute. Enfin, il décida qu'il était temps de la confronter directement. Un après-midi ensoleillé, Étienne prit un rendez-vous de dernière minute. Quand Claire l'accueillit dans la salle d'examen, il était visiblement nerveux. Claire remarqua son agitation. « Monsieur Dubois, vous semblez préoccupé. Tout va bien ?» Étienne prit une profonde inspiration, décidant qu'il ne pouvait plus reculer. « Et Claire, j'ai besoin de vous parler de quelque chose de très important. Quelque chose de personnel. » Claire fronça les sourcils, confuse. « Et bien sûr, monsieur Dubois. De quoi s'agit-il » Étienne la regarda dans les yeux, essayant de trouver les mots justes. « Et il y a une possibilité que vous soyez ma fille perdue, Amélie. » Le silence qui suivit fut lourd et chargé de tension. Claire cligna des yeux, stupéfaite. « Quoi ? C'est impossible. » Étienne continua, sa voix calme mais ferme. « Il y a de nombreuses années, ma fille Amélie a disparu dans des circonstances mystérieuses. Elle avait une cicatrice au poignet, exactement comme la vôtre. Depuis que je vous ai vu pour la première fois, je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux ressemblances entre vous deux. » Claire recula d'un pas, son esprit tourbillonnant avec ces informations. « Et monsieur Dubois, j'ai été adoptée quand j'étais très jeune. J'ai été trouvée dans un parc, sans mémoire de mon passé. Mais cela ne signifie pas que je suis votre fille. » Étienne hocha la tête, comprenant son incrédulité. « Je sais que c'est difficile à croire. Mais les détails coïncidents. La cicatrice, l'époque où vous avez été trouvée. Tout indique que vous pourriez être Amélie. » Claire secoua la tête, encore sous le choc. « Et ça ne peut pas être. Mes parents adoptifs m'ont dit que j'avais été trouvée seule, que personne ne savait d'où je venais. Pourquoi n'y aurait-il pas eu de recherche pour moi si j'étais votre fille ? » « J'ai cherché partout pour vous, répondit Étienne, sa voix pleine de douleur. « Et j'ai cherché sans relâche pendant des années. Mais il semble que vous ayez été emmené loin,
là où nous ne pouvions pas vous trouver. S'il vous plaît, Claire, je vous demande juste de considérer cette possibilité. Faites un test ADN pour en être sûr. Claire était déchirée entre l'incrédulité et la curiosité. La cicatrice avait toujours été un mystère pour elle, et les paroles d'Étienne commençaient à semer le doute dans son esprit. Un test ADN ? Et si je ne suis pas votre fille ? Et si tout cela est une énorme erreur ? Étienne fit un pas en avant, essayant de transmettre sa sincérité. Alors nous saurons la vérité, et je respecterai cela. Mais s'il y a une chance, même infime, que vous soyez mon Amélie, nous devons le savoir. Claire le regarda pendant un long moment, voyant la douleur et l'espoir dans ses yeux. Finalement, elle soupira, encore pleine d'incertitude mais prête à découvrir la vérité. « Et très bien, monsieur Dubois. Je ferai le test ADN. » Étienne ressentit un profond soulagement mêlé à une anxiété croissante. « Et merci, Claire. Cela signifie beaucoup pour moi. » Pendant qu'il se préparait pour le test, Claire restait sceptique, mais les doutes semés par les paroles d'Étienne et les coïncidences commençaient à germer. La vérité, quelle qu'elle soit, était sur le point d'être révélée, et tous deux savaient que leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Après la conversation intense avec Étienne, Claire ressentit un besoin urgent d'éclaircir son passé. Les mots d'Étienne résonnaient dans son esprit, et les doutes qu'ils avaient éveillés la rendaient agitée. Décidée à obtenir des réponses, Claire visita la maison de ses parents adoptifs, les Perriot, dans une banlieue tranquille de Paris. En arrivant à la maison, elle fut accueillie chaleureusement par Madeleine et Pierre Perriot, qui avaient toujours été des parents aimants et dévoués. « Claire, ma chérie, quelle agréable surprise !» dit Madeleine en la prenant dans ses bras. « Comment vas-tu ?»« Je vais bien, maman », répondit Claire en essayant de rester calme. « Je dois vous parler de quelque chose d'important. Quelque chose à propos de mon passé. » Les Perriot échangèrent un regard inquiet, mais conduisirent Claire au salon. « Bien sûr, ma chérie. De quoi s'agit-il » demanda Pierre, tandis que tous s'asseyaient sur le canapé. Claire prit une profonde inspiration avant de commencer. « Récemment, un patient à la clinique a suggéré que je pourrais être sa fille disparue. Il a mentionné une cicatrice sur mon poignet et a dit que sa fille en avait une aussi. Cela m'a laissé avec beaucoup de questions sur mon passé. » Madeleine et Pierre échangèrent un regard tendu. Madeleine fut la première à parler. « Et nous avons toujours su que tu aurais des questions sur ton passé, Claire. Nous savions que ce jour viendrait. » Pierre soupira et commença à raconter l'histoire. « Et tu as été trouvée seule dans un parc, Claire. Tu avais environ 3 ans. Il n'y avait aucune piste sur l'identité de tes parents biologiques. La police a cherché des informations, mais rien n'est apparu. Tu as été emmenée dans un orphelinat et peu de temps après, nous avons décidé de t'adopter. Nous avons toujours su que tu étais spéciale pour nous, comme si tu avais été notre fille depuis le début. » Claire écouta attentivement, ressentant un mélange d'émotions. « Et vous n'avez jamais su s'il y avait eu des recherches pour moi ? Personne n'a jamais cherché une enfant avec ma description. » Madeleine secoua la tête. « Ei non, ma querie. » La police a enquêté, mais il n'y avait aucune piste. On aurait dit que tu étais apparue de nulle part. Quand tu nous as posé des questions quand tu étais plus jeune, nous ne voulions pas que tu te sentes abandonnée ou non aimée, alors nous avons essayé de nous concentrer sur l'amour que nous avons pour toi. Mais, et si je suis vraiment la fille de cet homme, Étienne Dubois ? La voix de Claire tremblait. Il croit que je suis sa fille disparue, Amélie. Pierre posa sa main sur celle de Claire, essayant de la réconforter. Et il est compréhensible que tu aies des doutes, Claire. S'il y a une chance de découvrir plus sur ton passé, tu dois l'explorer. Nous te soutiendrons, quoi qu'il arrive. Madeleine acquiesça, les yeux pleins de larmes. Et nous voulons que tu connaisses la vérité, même si elle est douloureuse pour nous. Si ce test ADN peut tout clarifier, alors tu dois le faire. Claire ressentit une vague de gratitude envers ses parents adoptifs. Et merci de me comprendre. Je vais faire le test et voir ce qu'il révèle. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Après la conversation, Claire quitta la maison des Perriot avec une nouvelle perspective. L'histoire de son passé faisait maintenant plus de sens,
et la possibilité qu'Étienne dise la vérité commençait à sembler plus réelle. La révélation qu'elle avait été trouvée seule dans un parc et adoptée peu après la disparition d'Amélie ajoutait du poids aux paroles d'Étienne. Avec une détermination renouvelée, Claire se prépara pour le test ADN. Elle savait que les réponses qu'elle cherchait pourraient changer sa vie pour toujours, mais elle était prête à affronter la vérité, quelle qu'elle soit. La possibilité de découvrir ses véritables origines était une étape cruciale dans son parcours, et elle était décidée à aller de l'avant, peu importe ce que l'avenir lui réservait. La décision de faire le test ADN ne fut pas facile pour Claire. Elle était encore pleine de doutes et d'incertitudes, mais elle savait que c'était le seul moyen d'obtenir des réponses définitives. Le jour de la collecte des échantillons, Claire rencontra Étienne à la clinique. L'atmosphère était chargée de tension et d'attente. « Claire, je sais que c'est difficile pour toi », y dit Étienne, essayant de lui offrir du réconfort. « Mais, quel que soit le résultat, sache que je veux seulement le meilleur pour toi. » Claire acquiesça, essayant de rester calme. « Je veux juste connaître la vérité, monsieur Dubois. J'espère que ce test nous donnera les réponses que nous cherchons. » La collecte des échantillons fut rapide et professionnelle. Claire et Étienne passèrent par tout le processus en silence, chacun perdu dans ses pensées. Une fois tout terminé, le médecin responsable assura que les résultats seraient disponibles dans quelques jours. L'attente des résultats fut agonisante. Claire continuait sa routine à la clinique, mais ses pensées étaient constamment tournées vers le test. Elle se surprenait à penser à Étienne de plus en plus souvent, imaginant ce que serait sa vie s'il était réellement son père biologique. Elle ressentait un mélange d'espoir et de peur, craignant autant la confirmation que le rejet de cette idée. Pendant cette période, Étienne fit en sorte d'être présent. Il lui rendait visite régulièrement, non seulement à la clinique, mais aussi en dehors du cadre professionnel. Lors de l'une de ces visites, il l'invita à prendre un café. « Claire, j'ai pensé que nous pourrions discuter un peu, loin de la clinique. » Juste pour mieux nous connaître, suggéra Étienne, essayant de paraître décontracté. Elle accepta l'invitation, et ensemble, ils allèrent dans un petit café charmant à proximité. Assis à une table en terrasse, avec vue sur les rues animées de Paris, ils commencèrent à parler. « Et tu as toujours voulu être infirmière ?» lui demanda Étienne, tentant de briser la glace. « Oui, » et répondit Claire en souriant. « Depuis que je suis petite, j'aime prendre soin des gens. Je pense que c'était ma façon de gérer l'absence d'une famille biologique. Et toi, tu as toujours voulu être homme d'affaires. » Étienne rit légèrement. « Et en fait, non. Mon père avait de grandes attentes pour moi, alors j'ai suivi ses traces. Mais après la disparition d'Amélie, le travail est devenu mon refuge. » Lamention d'Amèlia apporta un moment de silenci. Claire vit la douleur dans les yeux d'Étienne et ressentit un désir croissant de comprendre plus sur lui et son histoire. « Ça a dû être très difficile pour toi, » dit-elle doucement. « Ça l'était, et ça l'est toujours, admit Étienne. Mais te rencontrer m'a donné un nouvel espoir. Même si tu n'es pas ma fille, te connaître a déjà fait une grande différence dans ma vie. » Les jours suivants furent une véritable montagne russe émotionnelle. Claire et Étienne continuèrent à se voir, partageant des histoires et tissant un lien inattendu. Claire commença à réaliser que, indépendamment du résultat du test, Étienne était déjà devenu une figure importante dans sa vie. Elle ressentait une connexion avec lui qu'elle ne pouvait pas expliquer, quelque chose qui allait au-delà de la possible relation biologique. Enfin, le jour des résultats arriva. Claire se trouvait à la clinique lorsqu'elle reçut l'appel du laboratoire. « Et mademoiselle Claire, les résultats du test ADN sont prêts. Vous pouvez venir les récupérer à tout moment. » Son cœur s'embola. Elle appela immédiatement Étienne, qui se proposa de la rejoindre à la clinique. « Je suis en route, » dit-il, essayant de cacher sa propre anxiété. Lorsqu'ils arrivèrent au laboratoire, ils furent accueillis par le médecin qui avait réalisé le test. Il tenait une enveloppe contenant la réponse qu'ils attendaient tous deux avec tant d'impatience. « Voici les résultats, » dit-il en tendant l'enveloppe à Claire. Claire regarda Étienne, qui serra sa main avec fermeté. « Et nous sommes ensemble dans cette aventure, » dit-il pour l'encourager. Les mains tremblantes, Claire ouvrit l'enveloppe et lut les mots qui allaient changer leur vie à jamais. Ses yeux se remplirent de larmes en regardant Étienne. « Les résultats confirment. Je suis Amélie. »
Étienne ressentit une vague d'émotions écrasantes. Il serra Claire, maintenant Amélie, avec une force qui reflétait des années de douleur et d'espoir. « Et ma fille, je t'ai enfin retrouvée. » La révélation apporta un mélange de soulagement et de nouvelles émotions. Claire, ou Amélie, sentit un tourbillon de sentiments tandis qu'elle étreignait Étienne. La quête de la vérité avait abouti, mais une nouvelle aventure, celle de reconstruire leur relation, ne faisait que commencer. Quand Claire ouvrit l'enveloppe avec les résultats du test ADN, ses yeux se remplirent de larmes. Chaque mot confirmait ce qu'Étienne espérait depuis des années. Claire était vraiment Amélie, sa fille disparue. La vérité, qui semblait si lointaine et impossible, était maintenant là, claire et irréfutable. Étienne ressentit un tourbillon d'émotions en observant Claire lire les résultats. « Amélie, tu es vraiment ma fille », dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Il tendit la main, hésitant, comme s'il craignait que tout cela ne soit qu'un rêve prêt à se dissiper. Claire, encore en train de traiter la révélation, rencontra le regard d'Étienne. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle essayait de parler. « Je suis Amélie », murmura-t-elle, presque incrédule. « Je suis ta fille. » Sans hésiter davantage, Étienne l'attira dans une étreinte serrée, la tenant comme s'il ne voulait jamais la lâcher. Les barrières qu'il avait érigées autour de son cœur au cours des 10 dernières années commencèrent à s'effondrer. « Ma fille, ma chère Amélie », répétait-il, la voix brisée par l'émotion. Claire, maintenant Amélie, se sentit envahie par une vague de sentiments allant de la joie et du soulagement à la confusion et à la peur de l'inconnu. Elle rendit l'étreinte d'Étienne, ressentant une connexion profonde qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. C'était comme si une pièce perdue d'elle-même avait enfin été retrouvée. Leur retrouvaille fut observée par les employés du laboratoire qui, respectueusement, laissèrent de l'espace au père et à la fille. Ils se retirèrent, permettant à Étienne et Amélie de partager ce moment intime de redécouverte et de connexion. Après quelques minutes, toujours enlacés, Étienne se recula légèrement pour regarder le visage d'Amélie. « Et il y a tant de choses dont nous devons parler, tant de choses à rattraper, dit-il en lui tenant toujours les mains. Mais pour l'instant, je veux juste profiter de ce moment. Te retrouver dans ma vie est un miracle auquel je n'aurais jamais cru. » Amélie acquiesça, essuyant ses larmes. « Et moi aussi, papa. C'est si nouveau et en même temps si familier. J'ai l'impression de découvrir une partie de moi qui a toujours manqué. » Ils décidèrent de quitter le laboratoire ensemble, prêts à commencer à reconstruire leur relation perdue. En marchant dans les rues de Paris, partageant des histoires et des souvenirs, ils sentaient qu'ils commençaient un nouveau chapitre de leur vie. La ville, avec toute sa beauté et son énergie, semblait plus vibrante et pleine de possibilités. Les jours suivants, Étienne et Amélie passèrent beaucoup de temps ensemble, se redécouvrant l'un l'autre. Il l'emmena visiter la maison où elle avait grandi, les endroits qu'il fréquentait quand elle était enfant, et les histoires qu'il avait gardées dans son cœur toutes ces années. Chaque visite à un endroit familier éveillait des souvenirs en Amélie, qui commençait à se rappeler des fragments de son enfance. Assis dans le jardin de la maison, à l'ombre des arbres, Étienne raconta à Amélie sa recherche incessante d'elle. « Je n'ai jamais cessé de te chercher », dit-il en lui tenant la main. « Chaque jour sans toi était une éternité, mais je savais qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, nous nous retrouverions. » Amélie sourit, se sentant de plus en plus connectée à lui à chaque mot. « Moi aussi, j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose. Maintenant je comprends pourquoi. Merci de n'avoir jamais abandonné, papa. » Les liens entre eux se renforçaient chaque jour, et ils sentaient tous deux qu'ils étaient enfin complets. La vérité avait été révélée, et avec elle, une nouvelle espérance naissait. Père et fille, séparés par une décennie de douleur et d'incertitude, étaient maintenant unis, prêts à affronter l'avenir ensemble. La retrouvaille d'Étienne et Amélie apportait un sentiment de paix et de joie pour tous les deux. Ils savaient qu'il restait encore des défis à surmonter, mais l'amour et la détermination qu'ils partageaient seraient suffisants pour affronter n'importe quel obstacle. Le cœur lié et une nouvelle vie devant eux, ils regardaient l'avenir avec une espérance et une détermination renouvelées. Avec la confirmation de l'identité d'Amélie, Étienne et sa fille commencèrent à reconstruire leur relation avec une intensité et une joie que seuls ceux qui ont connu une longue séparation peuvent comprendre. Ils passèrent des jours à explorer Paris, redécouvrant les endroits qu'ils fréquentaient et créant de nouveaux souvenirs ensemble. Le bonheur qu'ils ressentaient était palpable, une nouvelle lumière brillait dans leur vie. Cependant,
À mesure que leurs liens se renforçaient, des ombres du passé commencèrent à émerger. Des pièces d'un puzzle qui n'avaient jamais fait sens auparavant commençaient à s'assembler, et la figure d'Isabelle, la belle-mère d'Amélie, émergeait comme une pièce centrale de ce mystère. Étienne, en examinant de vieux documents et des notes de sa recherche d'Amélie, commença à remarquer des incohérences dans les récits d'Isabelle concernant les jours précédant la disparition de sa fille. Il y avait des détails qui n'avaient jamais été expliqués adéquatement et des situations qui, maintenant, à la lumière des nouvelles révélations, semblaient suspectes. Un soir, assis dans le bureau de la maison, Étienne appela Amélie pour une conversation. « Et il y a quelque chose dont nous devons parler », y dit-il d'un ton grave. « J'ai trouvé d'anciennes notes et j'ai commencé à assembler certaines pièces sur ce qui a pu t'arriver. » Amélie, curieuse et inquiète, s'assit à côté de son père. « Que as-tu trouvé ?» Étienne commença à narrer les événements qui avaient précédé sa disparition, tandis que des flashbacks révélaient la vérité sur Isabelle. Isabelle avait toujours été une présence calculatrice et ambitieuse dans la vie d'Étienne. Jalouse de l'attention et de l'affection qu'il portait à Amélie, elle voyait en la fille une menace à sa propre position et au pouvoir qu'elle convoitait au sein de la famille. Les flashbacks montraient Isabelle, dans des scènes du passé, observant avec froideur et jalousie chaque interaction entre Étienne et Amélie. Elle désirait pour elle le contrôle et la richesse qu'Étienne possédait et voyait en Amélie un obstacle à éliminer. Sa jalousie grandissait, nourrie par une profonde insécurité et un désir de pouvoir. Étienne continua. « À l'époque, je n'ai pas perçu les signes. J'étais trop concentré sur ta recherche, et Isabelle semblait toujours être à mes côtés, me soutenant. Mais maintenant, je vois qu'elle manipulait souvent la situation, créant des distractions et des fausses pistes pour nous détourner du bon chemin. » Amélie écoutait attentivement, son esprit essayant de traiter les nouvelles informations. « Et tu penses qu'elle était impliquée dans ma disparition ?» Étienne acquiesça, la douleur visible dans ses yeux. « Eh oui, je commence à croire qu'elle a joué un rôle crucial. Elle a toujours été très contrôlante et manipulatrice. Et les indices qui émergent maintenant pointent vers elle. » D'autres flashbacks montraient des moments cruciaux, comme Isabelle téléphonant à des contacts mystérieux, ses rencontres secrètes et sa présence dans les lieux où Amélie avait été vue pour la dernière fois. Chaque scène renforçait l'image d'une femme prête à tout pour atteindre ses objectifs. Déterminée à découvrir toute la vérité, Étienne commença à enquêter plus en profondeur. Il engagea à nouveau Louis Moreau, le détective privé, pour suivre de nouvelles pistes et interroger d'anciens employés et connaissances qui pourraient apporter des éclairages sur l'implication d'Isabelle. Pendant ce temps, Amélie commença aussi à se souvenir de petits détails de son enfance, des moments où Isabelle semblait agir de manière étrange ou menaçante. Elle se souvint d'une fois où Isabelle l'avait emmenée dans un parc, peu avant sa disparition. Le comportement d'Isabelle ce jour-là lui avait toujours semblé un peu étrange, mais maintenant, avec tout ce qu'elle savait, ses souvenirs prenaient une nouvelle signification. Les jours suivants furent remplis de nouvelles découvertes. Louis découvrit qu'Isabelle avait entretenu des contacts avec des personnes impliquées dans des activités criminelles, et que ses mouvements financiers à l'époque de la disparition d'Amélie étaient suspects. Elle avait transféré de grandes sommes d'argent vers des comptes inconnus, et ses voyages fréquents vers des lieux spécifiques semblaient indiquer un réseau de personnes impliquées dans le complot. Étienne, bouleversé par les révélations, confronta Isabelle avec les preuves accumulées. Elle a d'abord essayé de nier, mais face aux preuves irréfutables, elle a commencé à montrer son vrai visage. Sa froideur et son arrogance ont refait surface, et elle a avoué une partie de ses crimes, révélant qu'elle avait toujours envié la relation d'Étienne avec Amélie et qu'elle avait tout planifié pour se débarrasser de la petite. La confession d'Isabelle fut un coup dévastateur pour Étienne et Amélie, mais apporta aussi un certain soulagement. Enfin, la vérité sur la disparition d'Amélie était révélée, et les sombres secrets d'Isabelle voyaient le jour. Avec Isabelle écartée et confrontée aux conséquences légales de ses actes, Étienne et Amélie purent continuer à reconstruire leur vie avec un sentiment renouvelé de justice et de vérité. La révélation des sombres secrets du passé leur permit enfin de trouver la paix et la force de continuer, sachant qu'ils étaient libérés de l'ombre qui avait plané sur eux si longtemps. Les révélations sur Isabelle mirent Étienne et Amélie en état d'alerte maximum. La vérité sur son implication dans la disparition d'Amélie commençait à émerger, mais Isabelle n'était pas une personne qui acceptait la défaite facilement. Déterminée à maintenir son contrôle et à éviter les conséquences de ses actions, elle commença à planifier un dernier coup pour éloigner Étienne et Amélie une fois pour toutes. Pendant qu'Étienne et Amélie tentaient de retrouver un semblant de normalité, Isabelle s'affairait à concocter son plan.
Elle savait que la situation devenait insoutenable et qu'elle devait agir rapidement pour assurer sa sécurité. Poussée par le désespoir et la froideur qui l'avaient toujours caractérisée, elle engagea des personnes dangereuses pour l'aider dans son stratagème. Isabelle surveillait attentivement les mouvements d'Amélie, attendant le moment parfait pour agir. Enfin, elle trouva son opportunité. Un après-midi ensoleillé, Amélie décida de visiter le parc où elle jouait enfant, en quête de souvenirs réconfortants. Elle était seule, plongée dans ses pensées, quand soudain elle sentit une main ferme saisir son bras. « Ne fais pas de bruit », murmura une voix rauque, tandis qu'une fourgonnette sombre s'approchait rapidement. Amélie essaya de se débattre, mais elle fut rapidement maîtrisée et forcée d'entrer dans le véhicule. Ses cris étouffés résonnèrent dans le parc désert, tandis que la fourgonnette disparaissait au loin. Quand Étienne réalisa qu'Amélie n'était pas rentrée à l'heure prévue, son cœur se remplit d'un terrible sentiment de déjà-vu. Il tenta de l'appeler plusieurs fois, sans succès. L'anxiété se transforma vite en désespoir lorsqu'il reçut un appel anonyme. « Et si tu veux revoir ta fille, suis mes instructions à la lettre », lui dit la voix froide à l'autre bout du fil. « Ne préviens pas la police. Je vais te dire quoi faire. » Étienne reconnut immédiatement la voix d'Isabelle. Il sentit un mélange de rage et de peur envahir son corps, mais il savait qu'il devait garder son calme pour sauver Amélie. « Que veux-tu, Isabelle ? Pourquoi fais-tu cela ?» lui demanda-t-il, essayant de gagner du temps. « Tu sais très bien ce que je veux, » répondit Isabelle avec venin. « Je veux le contrôle de tes entreprises, ton argent, et je te veux hors de sa vie pour toujours. Tu as jusqu'à demain pour tout transférer, sinon tu ne reverras jamais Amélie. » L'appel terminé, Étienne passa à l'action. Il savait qu'il ne pouvait pas faire confiance à Isabelle pour tenir sa parole. Il avait besoin d'aide et contacta rapidement Louis Moreau, le détective privé qui avait déjà été si crucial dans les enquêtes précédentes. « Louis, elle l'a enlevé de nouveau », dit Étienne, la voix chargée d'urgence. « Et il faut que tu la retrouves. Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Louis, toujours efficace, mobilisa immédiatement ses ressources. Utilisant toutes les pistes disponibles et s'appuyant sur un réseau de contacts, il traça la localisation possible de la fourgonnette. Pendant ce temps, Étienne commença les préparatifs pour le transfert des actifs, essayant de gagner du temps et de suivre les ordres d'Isabelle sans vraiment céder à son plan. Amélie, ligotée et bâillonnée dans une cachette, essayait de garder espoir. Elle se souvenait des histoires que son père lui racontait sur le courage et la persévérance, et cela lui donnait de la force. Elle savait qu'Étienne ferait tout pour la sauver. Finalement, une piste mena Louis à un entrepôt abandonné en périphérie de Paris. Avec un plan soigneusement élaboré, lui et Étienne décidèrent d'agir. Ils appelèrent la police, mais restèrent prudents pour éviter d'alerter Isabelle. Dans l'obscurité de la nuit, Étienne et Louis arrivèrent à l'entrepôt. L'ambiance était lugubre et silencieuse, mais les échos de voix lointaines indiquaient qu'ils étaient au bon endroit. Avec précaution, ils s'approchèrent de l'entrée et observèrent les mouvements. À l'intérieur de l'entrepôt, Isabelle était impatiente. « Où est mon argent, Étienne ?» lui cria-t-elle, tenant un téléphone à la main. « Et tu es presque à court de temps. » C'est alors qu'ils entendirent des pas s'approcher. Louis passa à l'action, désarmant les sbires d'Isabelle avec une précision impressionnante. Étienne, poussé par l'adrénaline et le désespoir de sauver sa fille, trouva Amélie ligotée à une chaise. Les larmes aux yeux, il la libéra rapidement. « Et papa, je savais que tu viendrais », dit Amélie, le serrant fort. « Et partons d'ici », répondit Étienne, regardant Isabelle avec mépris. « Et tu ne toucheras plus jamais à ma fille. » La police envahit l'entrepôt peu après, arrêtant Isabelle et ses complices. Enfin, Étienne et Amélie étaient en sécurité. Le plan sinistre d'Isabelle avait échoué, et elle allait maintenant faire face à la justice pour ses crimes. Avec Isabelle hors de leur vie, Étienne et Amélie purent enfin respirer. La menace avait été éliminée, et ils pouvaient se concentrer sur la reconstruction de leur vie, sachant qu'ils étaient libres de vivre en paix et en sécurité. La nouvelle de l'enlèvement d'Amélie se répandit rapidement parmi les quelques amis de confiance d'Étienne, qui se proposèrent immédiatement de l'aider. Étienne, dévasté mais déterminé, réunit toutes les ressources disponibles pour sauver sa fille. Il savait que chaque seconde comptait. Louis Moreau, le détective privé, fut le premier à arriver à la demeure d'Étienne. « Et nous devons agir vite »,
Étienne. Chaque minute compte, y dit Louis en installant son matériel de suivi et de communication. Étienne acquiesça, la tension visible sur son visage. Et nous ne pouvons pas laisser Isabelle s'échapper cette fois. Elle nous a déjà pris trop de choses. Les amis d'Étienne, y compris d'anciens collègues d'affaires et quelques connaissances influentes, commencèrent à arriver à la maison. Parmi eux se trouvait Marc, un ancien militaire expert en opérations de sauvetage. Et nous sommes là pour t'aider, Étienne. Nous allons retrouver Amélie, et dit Marc en seront ferment la main d'Étienne. Louis commença à tracer la dernière localisation connue du téléphone d'Amélie, utilisant ses connexions dans la police pour obtenir des informations cruciales. Et nous avons un signal, y dit-il en regardant l'écran de son ordinateur portable. Et il semble que la fourgonnette ait été vue se dirigeant vers la zone industrielle en périphérie de Paris. Avec cette piste, l'équipe se mobilisa rapidement. Ils se divisèrent en groupes, chacun ayant une fonction spécifique. Louis et Étienne dirigeraient les recherches dans la zone industrielle, tandis que Marc et d'autres amis surveilleraient les communications et fourniraient un soutien logistique. À mesure qu'ils avançaient dans la ville, la tension montait. L'ambiance dans la zone industrielle était désolée et sombre, avec des entrepôts abandonnés et peu d'éclairage. Le silence était perturbant, seulement interrompu par le bruit de pas prudents et des murmures de planification. Et nous devrions commencer par le plus grand entrepôt, c'est l'endroit le plus probable pour cacher quelqu'un, suggéra Louis, pointant un bâtiment qui semblait encore en usage. En entrant dans l'entrepôt, Louis et Étienne se déplacèrent avec précaution. L'obscurité était presque totale, mais leurs lampes torchées de haute puissance perçaient la pénombre, révélant chaque recoin du lieu. Le cœur d'Étienne battait rapidement tandis qu'il appelait Amélie à voix basse, espérant une réponse qui semblait ne jamais venir. Soudain, ils entendirent un bruit étouffé venant d'une pièce au fond de l'entrepôt. Louis fit signe à Étienne de s'arrêter et s'approcha silencieusement de la porte. D'un mouvement rapide et précis, il l'ouvrit, révélant Amélie attachée à une chaise, les yeux écarquillés de peur et de soulagement en voyant Étienne. « Et papa » écria-t-elle, la voix faible mais chargée d'émotion. Étienne courut vers elle, la libérant des cordes qui la retenaient. « Je suis là, ma chérie. Nous allons te sortir d'ici. » Pendant ce temps, Louis vérifiait la zone environnante, s'assurant qu'il n'y avait pas de piège ou d'ennemis proches. « Et c'est clair » y dit-il en regardant Étienne. « Et il faut partir vite. » Amélie, encore un peu secouée, essaya de se lever, mais ses jambes étaient faibles. Étienne la prit dans ses bras, déterminé à la sortir de là le plus rapidement possible. « Es-tu en sécurité maintenant » murmura-t-il, sentant le poids de la responsabilité et le soulagement de l'avoir retrouvée. Alors qu'ils étaient sur le point de quitter l'entrepôt, un groupe d'hommes armés, les complices d'Isabelle, apparut à l'entrée. La tension monta, et Étienne et Louis se retrouvèrent dans une situation dangereuse. Marc, qui surveillait de près la situation, mobilisa rapidement des renforts. Il y eut une confrontation tendue et chargée d'adrénaline. Marc et ses amis arrivèrent à temps, engageant une fusillade avec les sbires d'Isabelle. Étienne, portant toujours Amélie, trouva une couverture tandis que Louis et Marc menaient la défense. Le combat fut intense, mais grâce à l'entraînement et à la coordination de Marc, ils réussirent à neutraliser les ravisseurs. La police, alertée par les mouvements suspects dans la zone, arriva peu après, arrêtant les hommes et sécurisant le lieu. Enfin hors de danger, Étienne ramena Amélie à la maison, où des médecins et des amis attendaient pour s'assurer qu'elle allait bien. Pendant qu'on l'examinait, Amélie tenait la main de son père. « Je savais que tu viendrais me chercher, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. « Je ne t'aurais jamais laissé, » répondit Étienne, serrant sa main avec force. « Maintenant tu es en sécurité, et je ne permettrai plus jamais que quelque chose de tel arrive. » La recherche désespérée d'Amélie s'était terminée avec succès, grâce à la détermination d'Étienne et à l'aide de ses amis loyaux. Le sauvetage, plein de tension et d'action, avait montré la profondeur de l'amour d'un père pour sa fille et la force de sa communauté en temps de crise. L'aube enveloppait encore Paris lorsqu'Étienne, Amélie et l'équipe de secours arrivèrent à la maison. La fatigue était visible sur leurs visages, mais le sentiment de soulagement et de sécurité surpassait tout. Amélie, bien que secouée, était enfin libre des griffes d'Isabelle. Alors qu'Amélie était soignée par les médecins et réconfortée par les amis et la famille qui attendaient des nouvelles, Étienne se rendit au bureau. Il savait que le travail n'était pas encore terminé.
Il fallait s'assurer qu'Isabelle fasse face aux conséquences de ses actes. Louis Moreau, le détective privé, était à ses côtés, révisant les documents et les preuves qu'ils avaient collectés au cours des enquêtes. « Et nous avons tout ce dont nous avons besoin », eût dit Louis, tenant une chemise pleine de preuves. « Et il est temps de s'assurer qu'Isabelle paie pour ses crimes. » Le lendemain, Étienne, accompagné de Louis et Marc, se rendit au commissariat de police avec toutes les preuves réunies. Les éléments de preuve étaient accablants. Enregistrement d'appel, transfert bancaire suspect, témoignage de complices, et enfin, la confession partielle d'Isabelle obtenue sous pression. Le commissaire de police, en examinant le dossier, fut impressionné par la solidité du cas. « Et c'est suffisant pour émettre un mandat d'arrêt immédiat », y dit le commissaire en signant les documents nécessaires. « Isabelle ne s'en sortira pas cette fois. » Pendant que la police se préparait à arrêter Isabelle, Étienne retourna à la maison. Amélie se reposait, mais se réveilla en entendant son père entrer dans la chambre. « Et papa, que va-t-il arriver à Isabelle ?» demanda-t-elle, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Et elle sera arrêtée et devra répondre de ses actes devant la justice », répondit Étienne en lui tenant la main. « Enfin, elle paiera pour tous les crimes et souffrances qu'elle a causés. » Cet après-midi-là, la police cerna l'appartement d'Isabelle dans un quartier chic de Paris. Lorsque les officiers frappèrent à la porte, Isabelle ouvrit, surprise et alarmée de voir les policiers. « Et Isabelle Martin, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, complot et tentative de meurtre », dit le commissaire en la menottant. Isabelle tenta de résister, mais elle fut rapidement maîtrisée. Son regard de haine et de désespoir fut la dernière chose que les voisins virent d'elle alors qu'elle était escortée hors de l'immeuble. La nouvelle de l'arrestation se répandit rapidement, et les médias couvrirent chaque détail, exposant les sombres secrets d'Isabelle au public. Avec Isabelle enfin en détention, Étienne et Amélie purent respirer. Le sentiment de justice et la certitude qu'ils étaient en sécurité apportèrent une nouvelle paix à la maison. Amélie, bien que toujours en train de traiter les événements récents, se sentait plus forte avec le soutien de son père et de ses amis. Les jours suivants, les enquêtes continuèrent, révélant l'ampleur des crimes d'Isabelle. On découvrit qu'elle avait orchestré la disparition d'Amélie pour consolider son contrôle sur la fortune d'Étienne. Son implication dans d'autres activités criminelles fut également révélée, incluant le blanchiment d'argent et la corruption. La révélation de ces secrets fut un choc pour tous ceux qui la connaissaient, mais apporta aussi un sentiment de clôture. Les médias en parlaient sans cesse, et l'opinion publique se retourna contre Isabelle, qui faisait maintenant face à un procès imminent. Enfin, le jour du procès arriva. Le tribunal était bondé, avec des journalistes, des amis et des membres de la famille présents pour assister au dénouement de cette longue et douloureuse saga. Étienne et Amélie s'assirent au premier rang, prêtes à affronter la femme qui les avait tant fait souffrir. Pendant le procès, toutes les preuves furent présentées, et les témoignages d'Étienne, d'Amélie et d'autres personnes impliquées furent entendus. Isabelle, d'abord défiante, réalisa vite qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Sa défense fut faible face à la montagne de preuves contre elle. Après plusieurs séances, le verdict fut annoncé. Isabelle fut reconnue coupable de tous les crimes et condamnée à une longue peine de prison. La salle d'audience explosa en murmures, mais ce qui ressortait le plus était le soupir collectif de soulagement. Pour Étienne et Amélie, la fin du procès apporta un sentiment de justice et de clôture. Ils avaient affronté et surmonté des défis immenses, et maintenant, ils pouvaient enfin commencer à guérir les blessures du passé. La joie du sauvetage et l'arrestation d'Isabelle permettaient à tous deux de regarder l'avenir avec un nouvel espoir et une détermination renouvelée. De retour à la maison, une petite célébration fut organisée par les amis et la famille. C'était une fête discrète, mais pleine de sens. « Et nous sommes enfin ensemble », y dit Étienne en trinquant avec Amélie et les amis. Et plus rien ne nous séparera jamais. Amélie sourit, se sentant reconnaissante d'avoir son père et ses amis à ses côtés. « Eh oui, papa. Nous sommes ensemble, et c'est tout ce qui compte. » La justice avait été rendue, et l'avenir semblait prometteur pour Étienne et Amélie. Unis par l'amour et la détermination, ils étaient prêts à affronter tous les défis que la vie leur réserverait. Avec Isabelle en prison, Étienne et Amélie commencèrent à reconstruire leur relation. Amélie décida de continuer son travail comme infirmière et s'engagea dans des projets de charité pour aider les enfants des orphelinats, en créant la fondation Amélie Dubois avec le soutien d'Étienne.
L'histoire culmina par une grande célébration pour marquer le lancement de la fondation, où père et fille, enfin réunis, regardent l'avenir avec une joie et une détermination renouvelées, prêts à faire une différence dans la vie de nombreux enfants.